Richard Zimler, je suis ravi que vous ayez accepté mon invitation à cette conversation. On est 48 heures après l'élection de Donald Trump. On a les Oui, résultats, c'est un raz-de-marée, il a tous les pouvoirs, etc. Et j'ai pensé à vous, à vous appeler parce que d'une part, vous êtes un romancier qui écrit en langue anglaise et qui est traduit, qui a fait plusieurs livres qui ont eu du succès aux États-Unis, un peu sur la Kabbale. Enfin, vous êtes un romancier. Et puis, vous êtes venu vivre au Portugal, où vous avez enseigné le journalisme. Donc, vous avez le recul, vous avez la double casquette, vous avez des liens amicaux, familiers avec les États-Unis. Donc, je voulais simplement une conversation avec vous, avoir votre réaction sur ce qu'on est en train de vivre, au-delà de l'émotion, évidemment. Comment on peut comprendre ce qu'on peut appeler un raz-de-marée quand même. Comment on peut interpréter l'échec cuisant des démocrates. Comment Trump fait pour gagner. Qu'est-ce que ça dit sur l'avenir et comment on fait par rapport à tout ça, quoi, en tant que citoyen américain, portugais, enfin même moi européen. Voilà, c'était un peu cet échange que je voulais avoir avec vous et la raison de cet appel, quoi. Comment avez-vous vécu? Alors là, c'est de l'émotion, peut-être la nouvelle, à quoi vous vous attendiez, et puis dans quel état d'esprit vous avez vécu cette élection? bon, c'était très difficile pour moi. Je suis de la génération des années 60 et 70 aux États-Unis. On a rêvé d'une Amérique avec plus d'empathie, plus de solidarité, plus d'égalité. Et maintenant, il paraît que le rêve est fini, est terminé. C'est un vrai cauchemar pour nous. Alors, j'étais très choqué, très déprimé. J'ai crié un peu, comme mes amis aux États-Unis. J'ai reçu beaucoup de messages de mes amis aux États-Unis à dire, par exemple, je suis perdu. J'ai une amie en Floride qui a menacé à mettre fin à sa vie. Beaucoup de gens pleuraient. C'est très difficile pour nous. Je ne sais pas si les Européens pourraient comprendre très bien. J'ai déjà parlé avec beaucoup de journalistes au Portugal et je crois qu'ils ne comprennent pas que euh, pour nous les gens progressistes, les minorités, les juifs, c'est vraiment la fin de notre rêve d'une Amérique avec beaucoup plus d'égalité, humanité et solidarité. Alors moi, je suis un peu maintenant désorienté et bouleversé. Et finalement, vous êtes soulagé d'avoir choisi l'Europe, ou vous imaginez revivre là-bas? Oui, oui, j'ai beaucoup d'amis américains qui disent maintenant qu'il veut venir au Portugal ou peut-être à la France. Et c'est vrai, je vois qu'on va voir beaucoup d'immigrants américains au Canada, au Portugal, peut-être au Mexique, Hum. je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui ont vraiment peur de les admirateurs de Trump, les nazis, les gens de KKK, les Ku Klux Klan. Alors, je crois que c'est un vrai moment de crise aux États-Unis. Mais vous savez, venir en France, j'ai l'impression que les États-Unis, c'est presque une sorte de laboratoire où c'est le signal avant-coureur de ce qui peut nous arriver aussi en France. C'est aussi pour ça qu'on est aussi attentif à ce qui s'y passe. Au Portugal, vous êtes encore relativement épargné, Oui. même si tout peut arriver, quoi. Donc, avec le recul et avec vos connaissances, comment vous expliquez ce qui s'est passé? Pourquoi le Parti démocrate n'a pas accroché? Et comment se fait-il que Donald Trump, avec toutes ses casseroles, avec toutes ses mises en examen, a pu triompher de la sorte? Bonne question. Et tous les experts dans les États-Unis et en France en Angleterre sont en train d'essayer d'expliquer. Ils ont des théories. Je veux premièrement parler de deux correspondances entre la votation et la société américaine. Premièrement, je vais parler de scolarité. Si on regarde une carte des États-Unis. Dans tous les États individuels, la votation était pour
Kamala Harris, sans doute, avec 10 points, 15 points de différence. Dans tous les États individuels avec moins de scolarité, Mississippi, Arkansas, Oklahoma, etc., il y avait une différence de 10, 15, 20% à faveur de Trump. La première chose de noter est peut-être c'est l'éducation des gens qui pourraient être un vaccin contre les démagogues et les proto-fascistes. J'espère bien que l'éducation pourrait sauver notre planète. Deuxième chose, si on regarde la carte des États-Unis, et les comtés individuels, parce qu'aux États-Unis, la votation est par comté. C'est très étrange pour les Européens, mais c'est comme ça. Alors, tous les comtés urbains, les villes avec plus de 100 000 habitants, toutes les villes ont voté à faveur de Kamala Harris. Une seule exception que j'ai vue que c'était Dallas, parce que Texas est très conservateur. Mais même en Texas, la ville de Austin, la ville de San Antonio, la ville de Houston a voté pour Kamala, mais tous les comtés ruraux ont voté pour Trump. Alors, il y a une polarisation énorme, gigantesque aux États-Unis entre la ruralité, les gens des petites villes et les gens des grandes villes. Alors, pourquoi? Peut-être c'est la question de vengeance contre le gouvernement fédéral, vengeance contre les gens qui contrôlent l'économie, parce qu'aux États-Unis, la classe moyenne a perdu la qualité de vie dans les derniers 30, 40 ans. C'est plus difficile maintenant. Une famille qui gagne, je ne sais pas, 100 000 $, il paraît beaucoup, mais c'est très difficile pour eux parce que, par exemple, les universités privées, les frais de scolarité dans les universités privées sont à peu près 70 000 € par an. Alors, c'est 300 000 € pour 4 ans. Alors, c'est impossible pour beaucoup de familles de la classe moyenne. Alors, c'est très compliqué maintenant, la polarisation entre la scolarité, les gens avec une éducation d'école supérieure et les gens sans, juste avec une éducation du lycée, et la ruralité et les villes urbaines. Et je crois que c'est un problème mondial maintenant. Je ne sais pas la situation en France, mais je sais toujours, je regarde les cartes de la France et je sais que dans les élections, Paris est toujours plus à gauche que beaucoup de comtés, entre guillemets, les districts français ruraux. Vous parliez de scolarité, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les États dont vous parlez, il y a pas, il y a quand même des universités, il y a des Bien lycées, sûr. il y a un enseignement. L'enseignement est quand même public. Il y a des programmes scolaires qui dépendent de la fédération plus que des États. Pourquoi cette scolarité californienne serait différente de la scolarité dans l'Arizona ou dans le Wisconsin? Oui, c'est une bonne question. Je crois que le pourcentage des gens qui ont l'éducation supérieure dans les États comme Massachusetts, Connecticut, Californie est beaucoup plus haut que le pourcentage dans les États de Mississippi, Alabama. C'est des États très pauvres. Je ne sais pas si vous avez visité les États du sud des États-Unis, mais il y a une grande différence toujours entre les zones rurales dans le sud des États-Unis et, par exemple, Vermont et New Hampshire, etc. Deuxième raison, je crois que le tribunal suprême américain a fait une bêtise il y a, je ne sais pas, 50, 40 ans, quand il disait les districts pourraient influencer le programme des écoles. Dans les villes très conservatrices, par exemple, ils enseignent
les théories de Darwin avec le créationnisme, avec l'idée que le monde a été créé il y a 5000 ans par Dieu, etc., etc. Il y a beaucoup de livres censurés, même les grands auteurs comme Mark Twain et John Steinbeck ne sont pas lus dans des écoles, dans les endroits très conservateurs. Moi, je crois qu'on doit avoir un curriculum, je ne sais pas si c'est le mot en français, un programme scolaire fédéral. Et c'est pas le cas. En partie, c'est le cas, mais la ville et le district, je ne sais pas le mot, enfin, la municipalité pourrait influencer le choix des livres, le choix des théories de biologie, etc., etc. Alors, je sais de mes amis profs qu'il y a des gens qui arrivent à l'université sans savoir ce qui est la théorie de Darwin. Oui. Il pourrait être impossible, mais c'est vrai. Et vous situez ce problème scolaire à la suite d'une décision de la Cour suprême qui aurait autorisé les districts ou les villes à donner leur avis et à induire des programmes scolaires, quoi. Absolument. Oui. Grande erreur, à mon avis. Bah oui, hein, ce qu'on voit aujourd'hui le montre. Vous qui enseignez le journalisme en Europe maintenant, comment est-ce que les médias américains et est-ce qu'il y a une dérive du journalisme, le rapport à la vérité, aux fake news? J'ai l'impression que les États-Unis ont une guerre d'avance sur l'Europe, même si nous on souffre de ça aussi en France, mais comment vous qui êtes vous avez pratiqué le journalisme vous aussi ou Oui. comment vous expliquez ce glissement? Deux choses. Déjà, il y a 40 ans, il y avait une concentration de médias, je ne sais pas le mot en français, des médias dans les mains de 6 corporations. 6 corporations qui ont des conflits d'intérêts énormes avec les armements, l'industrie de l'agriculture, etc., etc. Et ces 6 corporations, il y a 40 ans, qui ont déterminé 90% des nouvelles que les Américains disent ou entendent ou voient à la télévision. Alors, maintenant, c'est pire. C'est Elon Musk, c'est Mark Zuckerberg, c'est les grands multimillionnaires, milliardaires qui contrôlent le flux d'informations dans le monde. Et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je crois que vous avez raison. Maintenant, avec Twitter, avec Facebook, avec TikTok, en 140 caractères, la seule chose qu'on pourrait faire est dire les clichés ou pire, dire les fake news. Et les fake news maintenant devient viral très facilement. On a vu ça dans la pandémie de Covid, quand beaucoup de gens on disait qu'il n'y avait pas un virus. Après ça, le virus était créé par des scientifiques chinois et c'était pas nécessaire de faire rien. C'était une grippe toute petite et Trump a dit qu'on peut injecter le désinfectant pour sauver les gens. See the disinfectant where it knocks it out, and is there a way we can do something like that by injection inside or... Toutes les théories de complot ont une vie très rapide et très virale maintenant. Et des millions de gens aux États-Unis ne regardent que Fox News, qui c'est pas un chaîne de nouvelles, c'est un chaîne d'entreteniment très conservateur avec des théories de complot tous les jours, et Twitter et Facebook. Alors, nous avons une population très manipulée. Ils sont très facilement manipulés par les milliardaires, par les corporations, par les grands hommes et femmes du média. Et quand même, si vous êtes conscient de ça, j'imagine que dans le Parti démocrate, où il y a quand même des intellectuels aux États-Unis qui ont alerté sur ces symptômes, pour quelles raisons ça ne passe pas et qu'est-ce qui rend le Parti démocrate malade?
Excellente question, je ne sais pas. Mais une chose inquiétante est que dans les derniers 20 ans, il y avait 2 candidats démocrates qui ont gagné, Barack Obama et Joe Biden, et 2 femmes qui n'ont pas gagné, Kamala Harris et Hillary Clinton. Je crois qu'il y a un pourcentage d'Américains, surtout hommes, 3, 4, 5%, qui n'acceptent pas une femme comme président. Parce que ça suffit 5% pour changer une élection. Elle a perdu par 3% à Wisconsin, à Michigan, à Nevada, etc., etc., etc. Alors, ça, c'est un problème pour le monde et pour les États-Unis. Alors, je crois que les démocrates, je peux prévoir que pour la prochaine élection, les démocrates vont choisir un homme blanc. Parce que pourquoi avoir le risque d'une femme ou d'une femme noire? C'est triste, c'est vraiment triste, mais je crois que c'est une des solutions. L'autre solution, je crois que Kamala a été pénalisée par la guerre en Gaza, parce qu'elle est très identifiée, associée avec Joe Biden, la guerre, Netanyahou, et surtout entre les jeunes gens avec 20, 22, 24 ans. C'était le seul thème de cette élection. Je trouve ça très étrange aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'autres thèmes. Personne n'a parlé par exemple, les altérations climatiques. Jamais. Mais tous les jeunes gens ont parlé de la guerre en Gaza et c'était, j'ai pas vu les statistiques, mais probablement il y avait une abstention très grande entre les jeunes gens. Et ça, c'est triste. Comment expliquez-vous que justement Kamala Harris est pas pas soutenu davantage les Palestiniens et repris finalement les mêmes arguments pro Netanyahou de Biden? Qu'est-ce que c'est même stratégiquement, politiquement, c'était pas très habile. Pourquoi? Est-ce qu'elle est corrompue par l'industrie de l'armement? Est-ce que corrompue, ça veut pas dire qu'elle touche forcément de l'argent, mais est-ce qu'il y a une perversion de cet ordre-là? Comment on peut l'expliquer? Parce que c'est de l'extérieur, c'est un peu inexplicable, quoi. Je crois qu'une chose, c'est la tradition entre les deux partis, les républicains et les démocrates, de toujours soutenir la politique d'Israël. C'est une tradition. Peut-être c'est l'influence de la communauté juive. Je trouve ça pas très important, mais autre chose très étrange, nous avons 40 millions d'évangélistes aux États-Unis, et pour les évangélistes, c'est un peu étrange, mais pour avoir la seconde intervention de Jésus dans notre planète, dans la terre, on doit avoir les Juifs en Israël. C'est une doctrine des évangélistes. Alors, personne veut distancer les évangélistes du sud des États-Unis et des Midwest d'Amérique. Alors, mais surtout, je crois que c'est la tradition. Pourquoi ils ne pourraient pas rompre avec la tradition? Manque de courage, peut-être, manque de créativité, manque de confiance dans le public américain, dans les progressistes américains. Je ne sais pas, mais c'est une chose que les démocrates devraient analyser très, très, très sérieusement dans les prochaines 4 années. Est-ce qu'il reste aux États-Unis, à votre connaissance, des éditeurs indépendants, des médias fiables sur lesquels on peut s'appuyer, des télévisions, des sites d'information qui sont en développement et qui pourraient contre-informer, en tout cas essayer de remettre un peu de rationalité dans ce monde de contre-vérité? Oui, il y a des sociétés de journalistes maintenant aux États-Unis, mais ils ont très peu d'influence aux États-Unis, parce que imagine la différence entre un Fox News avec, je sais pas, 70 millions de téléspectateurs et
un site sur l'Internet avec 2000 personnes. C'est gigantesque. Et les grands journaux comme les Washington Post et le Los Angeles Times sont de moins en moins de confiance parce que c'est des gens comme Rupert Murdoch et Elon Musk et Jeff Bezos. Oui. Alors, c'est un problème énorme aux États-Unis, créé par les politiciens, eux, parce qu'il y avait une règle aux États-Unis il y a 60 ans, avant de Reagan, qu'une corporation pourrait avoir 7 stations de télévision, 7 stations de radio et 7 journaux. Plus que ça, jamais. Mais Reagan a effacé, a détruit cette règle. Et maintenant, nous avons les grandes corporations avec 150 journaux, avec 35 stations de télévision, avec une chaîne de télévision, avec, je ne sais pas, 200 chaînes locaux. Et alors, maintenant, je ne sais pas comment on pourrait, je ne sais pas le mot en français, revertir. Revenir en arrière ou changer. Revenir en arrière, changer, c'est ça. Je ne sais pas parce que c'est trop tard. Vous avez une perception, comment dire, assez sombre de l'avenir. Absolument. Les médias sont contrôlés par les grands milliardaires amis de Trump. Trump peut-être va contrôler le Sénat et la Caméra de députés. Alors, il pourrait passer les lois qu'ils veulent. S'il décide que, par exemple, qu'on ne pourrait pas donner la contraception dans les hôpitaux aux jeunes femmes, alors il pourrait passer une loi. S'il voulait que le mariage pour tous est fini, il va finir avec le mariage pour tous. S'il décidait que les immigrants n'ont pas les mêmes droits que les Américains de longtemps, alors les immigrants n'ont pas la même droit. Vous pensez qu'il peut le faire, ça? S'il a les 2 chambres du Congrès, oui. Il pourrait. Ça provoquerait pas une révolte populaire parce que maintenant c'est quand même assez installé le mariage homosexuel. Oui, absolument. Les minorités qui elles ont des droits. Vous savez qu'il y aura des États individuels où les gens vont protéger les droits civils. Les États comme Massachusetts, New York, Californie, Oregon, Washington, etc. Alors, je crois qu'il y aura une grande différence entre les États. Aujourd'hui, en Texas, une gamine de 13 ans qui est violée ne pourrait pas faire un avortement, même si sa santé est en danger. Elle doit voyager à New York, en Californie, pour avoir un avortement et elle pourrait être dénoncée par les voisins, par la famille, et elle pourrait être jugée dans un tribunal. Une gamine de 13 ans violée. Alors, c'est très dramatique. Et maintenant, je crois qu'aux États-Unis, la situation va être de plus en plus dramatique, surtout pour les femmes. Mm-hmm. Je vois dans les candidats républicains, pas seulement Trump, mais son vice Vance, un vrai haine pour les femmes et je trouve ça très bouleversant. Et si j'étais une jeune femme, ça serait impossible pour moi d'habiter en Texas, en Floride. Alors, ça c'est autre chose, qu'il y aura beaucoup de gens qui vont changer l'État maintenant aux États-Unis. Ça veut dire qu'on a un pays qui est vraiment fracturé en deux, y compris géographiquement. Totalement fracturisé, totalement polarisé. Et autre chose, pour la première fois dans ma vie, c'est pas possible d'avoir un dialogue avec les gens. Comment est-ce que je peux parler avec quelqu'un qui pense qu'une femme de 13 ans violée n'est pas des droits? Comment? Où est-ce que je peux trouver quelque chose en commun qu'on peut discuter? S'ils pensent que les Noirs sont inférieurs, s'ils pensent que les immigrants sont des parasites, c'est les mots de Trump, comment est-ce que je peux commencer un
Un dialogue, je ne sais pas. Et la communauté homosexuelle est en danger avec Trump, vous croyez, ou quand même pas? Oui, je crois. Je crois que maintenant, c'est une règle fédérale que tous les États doivent avoir la possibilité de mariage pour les homosexuels. Alors, si le tribunal suprême donne le droit aux États individuels, bien sûr que ça serait éliminé en Texas, Floride, Alabama, Oklahoma, Arkansas, etc. Alors, ce qu'ils vont faire avec mon mariage, qui est déjà fait il y a 14 ans, Vous je êtes ne sais marié pas. aux États-Unis ou en Europe? En Portugal. Ah oui. Ça c'est ironique qu'on pourrait marier premièrement au Portugal avant de Californie. Mais ça, c'est autre chose. Alors, je ne sais pas s'ils vont annuler mon mariage. Je n'ai aucune idée parce qu'on entre dans un territoire inconnu. Un territoire inconnu d'un proto-fasciste dans la Maison-Blanche avec le Sénat et peut-être avec, je sais pas, le Chambre des députés aussi. Alors, c'est inconnu. Vous dites proto-fasciste ou fasciste? Pourquoi proto? Je dis proto pour pas aller trop loin. Et je crois qu'il est fasciste même, mais je crois qu'il n'a pas une philosophie. Il n'a jamais lu les discours de Hitler, jamais lu les discours de Mussolini. Il ne sait pas ce qui est un fasciste, mais il pratique les clichés et les dialogues des fascismes, c'est-à-dire il dit toujours que les immigrants sont des parasites, des insectes, qu'ils infectent le sang pur des Américains. Ça, c'est une phrase de Hitler, excusez-moi. Il veut concentrer le pouvoir dans une seule personne, lui. Alors, c'est un fasciste sans philosophie. Mais comment vous expliquez que par exemple le vote noir ou le vote hispanique, parce que quand même la manière dont ils traitent les migrants, je veux bien qu'il y ait un machisme, un masculinisme dans ces populations-là, mais est-ce qu'elle seule peut expliquer le fait que des hommes noirs jeunes, plus âgés, aient voté pour Trump comme des hispanistes? Qu'est-ce qui a pu les faire les faire ne pas voir, ne pas entendre les propos tenus? Je ne comprends pas. Et surtout, je ne comprends pas une femme voter pour Trump. Pour moi, c'est presque impossible. Un noir, non, je ne comprends pas. Un homosexuel, non, je ne comprends pas. J'aimerais avoir une réponse plus intelligente, mais vraiment, je ne comprends pas. Et peut-être c'est des gens qui ont incorporé l'aine de la majorité des Américains. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. Vous savez, j'ai appris quelque chose de très intéressant d'une amie, un lecteur, une lectrice en Californie qui est d'origine mexicaine. Et elle m'a dit qu'il y a des bons immigrants et des mauvais immigrants. Qui sont les bons immigrants? Les immigrants qui essaient d'apprendre l'anglais, qui savent leur place, leur endroit, qui sont satisfaits avec un salaire minimum, etc., etc. Et les mauvais immigrants veulent plus. Ils veulent avoir l'assurance de santé. Ils veulent avoir un job meilleur. Ils veulent avoir un salaire meilleur. Alors, pour eux, elle était mexicaine. Elle était tout à fait contre les nouveaux vagues d'immigration parce qu'elle pensait, moi, je suis une bonne immigrante et mes parents et mes grands-parents et les autres, maintenant, ils sont des parasites. Dans le programme de Donald Trump, il y a le fait qu'il souhaite licencier les fonctionnaires Oui. pour ce qu'il appelle les carrières à la dépouille, je crois. Est-ce que et pour placer des hommes à lui, quoi, c'est-à-dire des gens qui votent Trump, qui deviendront chauffeurs de bus, assistantes scolaires, etc. Est-ce que vous pensez que
il va pouvoir mener à bien cette réforme, ou que à l'intérieur du pays, les fonctionnaires, qui sont quand même très nombreux, vont se révolter, ne pas accepter la chose? Les gens pauvres ou de classe moyenne bas qui pensent que Trump et le parti républicain vont aider, vont faire des réformes, c'est pas vrai. C'était Reagan, un républicain, qui a créé la distance énorme entre les plus riches et les plus pauvres, réduisant les impôts pour les gens riches. Alors, je crois qu'ils se sont trompés. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils découvrent ça? Je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup de confiance dans la possibilité d'une révolution ou révolte, parce que c'est pas maintenant la culture des États-Unis. La culture des États-Unis maintenant est Twitter et Facebook, et d'être fameux et d'acheter les produits qui sont faits ou produisés par Taylor Swift. C'est-à-dire, c'est une culture d'entretenement, d'acheter, d'être fameux, d'être connu, d'être un influenceur. Et j'ai très peu de confiance dans la vérité politique, dans le courage politique des Américains. Je ne vois pas. J'ai encore une question à vous poser sur le Parti démocrate et la campagne de Kamala Harris. Le score est bien inférieur à celui de Joe Biden, puisque même je crois qu'il a 5 millions d'électeurs en plus au niveau populaire, enfin au niveau du peuple américain. Alors je sais qu'elle a pris le train très tard, c'est-à-dire qu'elle a fait une campagne en 3 mois, mais quelle campagne a-t-elle faite? Pourquoi son message n'est pas passé? Est-ce qu'elle est pas allée elle n'a pas réussi à capter le vote populaire? Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce parti? Est-ce que les gouverneurs ou les gens elle est pas isolée, il y a quand même des gens qui lui rapportent des informations. Elle a bien dû comprendre que ça ne marchait pas. Pourquoi elle a pas été plus à gauche que d'où elle était? Quelle est l'explication? Autre bonne question, mais dans le Parti démocrate, il y a toujours des gens, depuis les années 60, que je connais très bien, qui ont pensé que, on doit décider d'être plus au centre ou plus à gauche. Et le Parti démocrate a toujours des difficultés à dire et reprendre, on va être plus à gauche. Ça, c'est presque impossible des États-Unis. Je ne sais pas pourquoi. Mais dans le cas de Gaza, par exemple, ils n'ont fait rien. Et dans l'écart, le gap, la distance entre les riches et pauvres, le Parti démocrate ne fait pas beaucoup. Obama a essayé de créer un programme national de santé, que c'était très bien. Mais les démocrates pensent presque toujours de pas risquer, d'être plus conservateurs, d'aller un peu au centre pour voler les votants républicains. Et ça n'a pas marché. Et Kamala aussi, je sais pas, parce qu'avec 3 ou 4 mois, peut-être elle n'avait pas la chance, la possibilité de faire comprendre, de donner de confiance aux gens. Parce que j'ai entendu dire à la télévision des votants, des gens qui ont voté pour Trump, qu'ils n'avaient pas de confiance dans Kamala. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que le Parti démocrate peut faire sa révolution? Est-ce qu'il y a des gens nouveaux qui peuvent émerger? Est-ce que parce que là j'ai regardé les derniers tweets de Bernie Sanders là qui met en cause d'ailleurs la trop grande modération de Kamala Harris. Et on se dit qu'il avait raison, mais bon, c'est trop tard quoi. Est-ce que maintenant il faut serrer les dents pendant 4 ans? Et est-ce que il y a des indices, ou est-ce que le parti est tellement gangréné par ces rigidifications, on va dire? Est-ce qu'il y a pas tellement d'espoir de ce côté-là? Est-ce qu'il y a d'autres partis qui peuvent émerger? Est-ce qu'il y a une écologie aux États-Unis? Est-ce que sur le climat, il peut y avoir un mouvement? Non? Non.
Un troisième parti est presque impossible parce que nous avons le collège électoral. Alors, c'est presque impossible d'avoir un candidat dans 50 États ou 45 États. Alors, c'est deux partis. Reformer le parti démocrate. Bernie Sanders a essayé. Elizabeth Warren a essayé. Autre question. Pourquoi les démocrates n'avaient pas un autre candidat préparé pour se candidater s'il y avait un problème avec Joe Biden? Ils n'avaient personne. Alors, ils ont choisi Kamala parce qu'elle était la vice-présidente. Il n'y avait autre personne. Comment est-ce qu'un parti pourrait passer 4 ans sans avoir un autre candidat? Je ne comprends pas. C'était incompétence ou je ne sais pas. Mais le parti dans les prochaines 2 ans devrait faire une analyse très, très, très soigneusement de cette élection et surtout comment il pourrait convaincre les gens de moins d'éducation et les gens dans des petites villes à voter dans le Parti démocrate. Parce que sinon, on va voir une répétition de cette élection dans 4 ans. Après, est-ce que vous avez l'espoir que quand même Donald Trump peut tenir une partie de ses promesses, c'est-à-dire faire en sorte que l'économie aille mieux, arrêter les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient comme il l'a dit, parce que Biden a rien fait de ce côté-là, quoi. Est-ce que vous vous dites que tant qu'à faire, on peut espérer ça, mais ou est-ce que pas du tout? Enfin, est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain? Non, j'ai toujours l'espérance, mais Trump a une amitié avec Netanyahu. Sont les deux des sociopathes, à mon avis. Alors, je crois qu'il va faire ce que Netanyahu va décider. Et si ce Netanyahu décide... Et pas l'inverse. Et pas l'inverse, non. Non. Trump ne pourrait pas faire des ordres à Netanyahu. Netanyahu est si fort et si égoïste et si sociopathe comme Trump. Peut-être Netanyahu va décider de créer des colonies juives à Gaza, qui sait? Et je crois que Trump ne va faire rien. Mais je suis beaucoup plus préoccupé maintenant avec l'Ukraine parce que Trump n'est pas à faveur de NATO, n'est pas à faveur de plus d'armement pour l'Ukraine. Il pourrait donner carte blanche à Poutine, son grand ami. Il admire beaucoup Poutine pour qu'il a main de fer. Il y a beaucoup de prisonniers politiques dans les prisons de la Russie, etc., etc. Alors, Poutine pourrait sentir tout à fait libre pour attaquer autres pays de ex-Union soviétique, de Georgia ou de, je sais pas, d'Arménie. Et Trump a déjà dit qu'il ne veut pas actionner les États-Unis dans le monde. Il veut isoler les États-Unis. Alors, c'est le moment pour l'Europe se unir. C'est le moment pour l'Europe de défendre les démocraties. C'est le moment pour l'Europe, pour la première fois, réussir une politique étrangère de qualité, d'action. Mais je ne sais pas si les leaders en Europe vont faire ça. J'ai encore une question à vous poser sur vos amis américains, enfin les gens que vous avez depuis 2 jours là. Qu'est-ce qui vous revient? Est-ce qu'il y a un peu d'espoir? Est-ce que il y a une grande dépression? Quels sont les témoignages que vous avez recueillis? Ils ont tout déprimé, très tristes. Ils ont pleuré, très peu d'espoir. Parce que j'ai des amis dans les États, par exemple, comme Floride. Comme Floride, oui. Où, je sais pas, 60% des gens ont voté Trump. Et elle a peur d'aller dans la rue. Et je sais que c'est pas logique, mais Trump a réussi
a réussi à créer une atmosphère de peur aux États-Unis. Peur des immigrants, peur de tous les gens. Et maintenant, les gens progressistes ont peur des admirateurs de Trump. Parce que moi, je suis juif. J'ai très peur des nazis. J'ai très peur de Ku Klux Klan. Mes ennemis noirs, j'ai des ennemis noirs de Caroline du Nord, ont très peur maintenant parce qu'il y a une histoire en Caroline du Nord du Ku Klux Klan, des lynchements, je ne sais pas le mot en français, des personnes pendues des arbres. Et alors, si j'étais noir en Caroline du Nord, Caroline du Sud, en Georgia, j'aurais très peur maintenant. Bon, j'essaie de trouver des notes d'espoir, mais j'en vois assez peu, quoi. Mais en tout cas, merci de m'avoir, d'avoir répondu à ces quelques questions. C'est bien d'avoir le témoignage de quelqu'un comme vous, qui, là, vous allez vous réfugier dans vos romans historiques et essayer. Exactement. Et au Portugal, j'adore Portugal. C'est très calme, très tranquille. J'espère que l'extrême droite ne pourrait pas avoir plus de succès ici. Et pour maintenant, c'est mon refuge. D'accord. Richard, merci beaucoup de cette conversation. Merci. J'espère que je vous ai pas embêté. Non, parfait.